Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. Vous écoutez Radio BLV 93.6 et nous sommes très heureux de reparticiper à une opération spéciale, une journée spéciale proposée par Jeunesse en Mouvement autour de l'orientation Parcoursup aujourd'hui. Alors, on va focuser entre 11h et midi sur cette première heure autour des 1001 manières de partir étudier à l'étranger. Et vous verrez, ça peut être vraiment, c'est assez vaste. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio, alors Anna Gasquet, d'Europe Direct Drôme-Ardèche. Bonjour Anna. Bonjour Sylvie. Françoise Cogne-Huillier, responsable Relations internationales à l'IUT de Valence. Bonjour Françoise. Bonjour. Yvan Coellier du réseau Euroguidance et du Centre d'information internationale à Lyon. Bonjour Yvan. Bonjour Sylvie. Jean-Pierre Ferry de la Fondation Charles Darnaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sylvie. Et Vincent Bertrand, notre témoin jeune qui est en studio aujourd'hui et qui est parti en Bulgarie. On verra ça tout à l'heure. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvie. Alors, vous entendrez aussi les témoignages de Mounir, Sephora et Mathis, qui ont été enregistrés au préalable. Ces différentes possibilités d'aller étudier à l'étranger, vous qui nous écoutez, si vous êtes jeune, vous êtes en plein dedans puisque on est en plein dans le choix d'orientation Parcoursup. On voulait vous proposer cette émission pour faire un petit peu le tour de ce qui peut exister en termes de filiales, d'échanges d'échanges entre universités, de dispositifs pour le financement, pour l'accompagnement, etc. Et puis voir aussi parfois vous verrez dans les témoignages, notamment le témoignage de Mounir qui lui est parti seul. Donc on verra un petit peu, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Françoise, on va commencer par l'université, donc Université Grenoble-Alpes. Toi, tu es responsable relations internationales à l'IUT de Valence. Donc, quels sont les dispositifs qui, en tous les cas, en ce qui concerne l'UGA, existent pour partir étudier à l'étranger dans le cadre donc des études universitaires? Alors, les étudiants partent en échange dans le cadre de leur diplôme qu'ils préparent à l'IUT. Ils partent soit en deuxième année dans le cadre de stages à l'étranger, et le plus souvent, et en troisième année, ils partent faire une mobilité d'études, soit un semestre, soit une année complète. Oui, vas-y. Ils partent dans le cadre d'échanges, donc soit dans le cadre du programme Erasmus pour les départs en Europe, soit dans le monde entier. On parle d'échange, on ne parle plus du programme Erasmus, mais c'est le même type de principe. L'étudiant paye ses droits d'inscription à l'université et ne paye rien dans l'université d'accueil. D'accord, ok. Il paye les droits à l'UGA. Et après, vous avez les accords pour l'accueil de l'université étrangère. Voilà, ce sont des programmes d'échange, c'est-à-dire que l'UGA envoie ses étudiants à l'étranger et les universités étrangères envoient leurs étudiants chez nous, à Grenoble ou à Valence. Et donc, du coup, sur le plan administratif, c'est aussi vous qui gérez tout. Alors oui, les composantes qui sont donc les différentes facultés qui composent l'université Grenoble-Alpes gèrent généralement leurs partenaires européens et l'université gère les programmes et les universités étrangères, on dit hors Europe. D'accord. Voilà. Est-ce que si je suis étudiant ou étudiante, je peux choisir n'importe quelle destination, n'importe quelle université, ou est-ce que vous avez des accords avec certaines? Alors, on a des accords. L'étudiant part dans le cadre d'accords. Dans la mesure où il est inscrit dans un diplôme à l'université, il ne peut pas partir en free mover. Voilà. Et après, c'est plus donc vous avez une liste d'universités avec lesquelles vous êtes partenaire et dans lesquelles donc il ou elle peut faire une année. Voilà. Alors pour l'IUT, par exemple, on a une quarantaine d'universités partenaires en Europe et les étudiants peuvent aussi partir
hors Europe, et sur les accords de l'université, qui sont environ entre 60 et 80. Donc voilà, le choix est quand même assez important. Hein. On 100 ou 120 destinations dans le monde entier. Oui, on commence à avoir effectivement c'est pas mal quand même. Un choix conséquent. Ce dans toutes les matières. Oui. Et alors, donc ces années sont comptabilisées véritablement comme une année universitaire. Tout à fait. Donc l'étudiant valide. On l'espère en tout cas qu'il valide. Voilà, on le souhaite vraiment qu'il valide ses matières à l'étranger. Et lorsqu'il rentre, on fait une transcription de ses notes, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une conversion entre ses notes obtenues à l'étranger et dans son cursus français, pour qu'on puisse valider le diplôme dans lequel il est inscrit. D'accord. Et donc ça se fait en deuxième ou en troisième année, c'est ça ? C'est ça. Est-ce qu'il y a des accords pour plus tard, je pense, voilà. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que je n'ai pas la compétence. Je ne travaille qu'avec les étudiants de l'IUT jusqu'en troisième année. Mais effectivement, les étudiants peuvent partir en master 1 ou en master 2. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a aussi des accords pour eux. Qui sont, oui, tout à fait. Si un élève, un étudiant part pour des raisons personnelles, pour des raisons XY, se retrouve à l'étranger parce qu'il a suivi sa famille ou je ne sais quoi, fait 2 ans d'université, peu importe où, et donc hors contrat, entre guillemets, hors accord, il ou elle revient en France. Est-ce qu'il est possible de reprendre des études, le fil d'études ? Est-ce qu'il y a là c'est pareil, des équivalences, des reconnaissances entre cursus ? Alors, justement, le programme Erasmus qui a été mis en place, c'est justement, en tout cas, la reconnaissance des matières, des crédits. Une matière égale un certain nombre de crédits, ECTS, et ça a été mis en place justement pour favoriser les passerelles entre un étudiant qui a fait 2 ans d'études en Italie et qui revient en France. Ou qui va ailleurs. D'accord. Alors ça c'est en théorie, après en pratique je ne sais pas bien comment ça se passe, mais un étudiant qui a validé 120 crédits en Italie doit pouvoir s'inscrire en licence en France. Très bien. Donc la marche à suivre, on va être très très concret. Vous qui nous écoutez, j'ai envie de faire une partie de mes études à l'étranger. Je vais m'inscrire à la fac. Je prends dès le départ des renseignements pour pouvoir faire une année à un moment ou à un autre. Oui. C'est bien d'anticiper vraiment son départ en mobilité. Déjà psychologiquement, il faut se préparer. Financièrement aussi, un départ, même s'il y a des aides financières, un départ à un coût. Et puis au niveau linguistique, parce que nos universités partenaires sont de plus en plus exigeantes quant au niveau de langue. Un étudiant qui part faire des études à l'étranger ne va pas prendre des cours de langue. Il va suivre une matière dans la langue du pays ou plus généralement en anglais. En anglais. Bien, merci beaucoup Françoise. On reviendra vers toi. Moi, je vous propose d'écouter tout de suite un témoignage très particulier puisque c'est Mounir qui est parti à Sydney pour un séjour linguistique en solo. Il travaillait déjà à l'époque. Il est resté, il était parti pour 6 mois. Il est resté 5 ans avec une case études et une case travail. Et je vous propose d'écouter son expérience. Bonne question, parce qu'en fait, je me suis préparé à ça. Je me suis dit, l'Angleterre, le temps, la pluie, Bon, on va dire, est-ce que je peux aller Canada, un peu trop froid, Toronto, ok, ça marche. Et là, donc du coup, je me suis renseigné sur l'Australie, j'ai vu Brisbane, c'est assez intéressant, un peu trop chaud quand même Brisbane pendant l'été. Donc je suis descendu un peu plus dans le sud, donc Sydney avec un climat vraiment très agréable, donc avec une belle ville aussi, avec l'Opera House, avec le Harbour Bridge, et vraiment, c'était vraiment la qualité de vie. Quand je suis arrivé là-bas, je parlais pas
un mot d'anglais et j'avais donc fait ce séjour linguistique. Je travaillais à côté donc dans un restaurant. Donc c'est vrai que le séjour linguistique ça m'a aidé du fait que j'ai pu améliorer mon anglais et à ce moment-là j'ai pu avoir travailler en tant que serveur, vous communiquer en permanence en anglais. Donc je me suis amélioré en étudiant et en plus en travaillant. Donc j'avais le côté théorique et le côté pratique. Donc voilà, de là quand j'ai terminé ce séjour linguistique, je voulais vraiment rester en Australie. Je suis allé dans l'enseignement supérieur. Donc j'ai fait des études en project management pendant un peu plus de 3 ans et ça m'a permis d'avoir de rencontrer des acteurs de haut vol, de rencontrer des talents venus des 5 continents, donc de Chine, d'Amérique du Sud et vraiment de communiquer avec eux. Ça m'a permis d'améliorer encore plus mon anglais et aussi d'apprendre une autre façon de travailler. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans une classe avec des gens qui viennent d'autres pays, pas forcément que la France, et c'est vrai que deux fois je me retrouvais dans ces classes-là où j'étais le seul carrément européen. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant et ça vous permet d'avoir une vision des choses concernant une problématique, trouver des solutions différemment. Donc vous apprenez des autres. Donc voilà. Cette école donc de project management, c'était quoi? C'était une université, une école privée, c'est public? Comment alors ça se passe? on a ce qu'on appelle, ça c'est plus dans le monde anglophone, des collèges. Les collèges, ça représente ce qu'on a ici en France, à des écoles de commerce. Donc donc du coup c'est une école privée où j'étais et où vraiment vous avez la bonne balance entre le côté théorique et le côté pratique. Est-ce qu'il y a un concours d'entrée ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Le seul on va dire dénominateur commun à la vie en Australie en général, c'est l'anglais. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment rentrer dans l'université ou dans ces collèges-là, ils vont vous demander d'avoir un certain niveau d'anglais, mais au-delà de ça, ils vont vous demander de passer un test. Donc le test là-bas, c'était pas forcément le Cambridge, il y en a d'autres, il y a le TOEFL, le TOEIC, etc. Mais ils demandent ce qu'on appelle un IELTS. L'IELTS, c'est un test d'anglais spécifique au monde, on va dire à l'univers australien, et il vous faut sur 9, ça va de 0 à 9. Il vous faut à peu près 5,5. Donc 5,5 en regardant comme ça, c'est facile, mais c'est pas si facile à avoir. Donc vraiment, il y a quand même un test d'entrée par rapport à d'autres niveaux d'anglais. Est-ce que tu as trouvé de grandes différences entre l'enseignement l'enseignement en Australie et l'enseignement en France? Alors c'est plus moi concernant les élèves. C'est vrai que le fait d'avoir des personnes qui sont issues de différents pays et de différentes cultures. Donc c'est vrai que nous Français, on est assez direct, on va dire les choses. Et dans certains pays comme aux États-Unis ou même avec votre professeur, il va vous dire les choses d'une certaine manière. C'est un peu hypocrite au final parce que il va pas vous dire franchement les choses en direct et il va vous les faire comprendre d'une certaine manière. Donc voilà, donc ça vraiment c'est quelque chose que on a le sens de l'humour aussi, du fait que vous avez un certain humour français qui est sarcastique. Le sarcasme, moi mon professeur était américain, donc du coup à chaque fois j'étais sarcastique, il ne le comprenait pas du tout. Il pensait que je le jugeais, il pensait que je me moquais de lui. Et c'est vrai que cette interaction-là avec le professeur, j'ai dû le changer, j'ai dû l'améliorer. Tu travaillais effectivement en restauration, mais tu as travaillé aussi dans les langues, du coup, et là, c'est pas la langue anglaise, mais c'est la langue française que tu apprenais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à donner des cours en particulier, et au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire constituer une clientèle, et j'ai adoré faire ça, donner des cours, et en plus, ça payait assez bien, mais bon, c'est vraiment l'expérience humaine, le fait de rencontrer des gens qui me plaisaient, contrairement à que penser à gagner des extras, mais c'est vraiment ce côté humain et ça permet de rencontrer énormément de gens. Donc de fil en aiguille, je me suis amélioré, j'ai écrit mes propres cours et je me suis fait connaître sur Ciné. Donc et un jour, j'ai eu l'agréablement surprise de cette école privée basée sur Ciné dans l'hypercentre et ils m'ont contacté pour donner des cours pour 20 personnes. Tu es rentré en janvier 2020 et tu me disais en off, il faudrait vraiment qu'on puisse... moi je regrette beaucoup de ne pas avoir eu certains conseils extrêmement pratiques, autant pour partir que pour revenir, parce que rentrer c'est aussi une expérience. Absolument, donc moi c'est vrai que je suis resté un peu plus de 5 ans, donc de 2014 à début 2020, et c'est vrai que c'est bien d'avoir des conseils une fois qu'on part, mais c'est bien d'avoir aussi des conseils quand on rentre, et le retour, cela se prépare.
Et alors pour finir, tu me disais aussi, moi je déconseille un peu finalement de se dire on part pour un séjour linguistique de 6 ou 12 mois. Il vaut mieux partir pour 3 mois et travailler. Pareil, ça c'est ce qu'on m'avait pas expliqué au départ. C'est au lieu d'avoir une séjour linguistique de longue durée, de faire entre 3 et 4 mois, ça suffit largement. La problématique quand vous êtes dans une école internationale, c'est que vous avez d'autres personnes qui ont à peu près le même niveau que vous en anglais. Donc malheureusement, la meilleure chose pour progresser, c'est d'avoir des personnes qui ont un très très bon niveau en anglais. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle you pick up the words. Donc vous prenez les mots, les accroches des anglophones. Donc vraiment, c'est d'aller à ce moment-là prendre votre CV, aller taper à la porte à des restaurants ou des bars ou dans des hôtels, ça dépend ce que vous souhaitez faire. Mais vraiment, vous entourer de personnes qui habitent et locaux qui habitent en Australie, et en plus de vous faire des amis. Ces amis-là ne partiront pas, parce que souvent ce qui se passe, c'est vrai que dans ces écoles-là, on va dire de séjour linguistique, les personnes rentrent au pays. Du coup, vous vous retrouvez ça, vous avez des amis, ce qu'on appelle des amis chaque mois. Donc c'est des amis court terme. Donc c'est bien d'avoir des amis à court terme, mais c'est bien d'en avoir à long terme. Voilà, Mounir, ce témoignage très 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 dense, très passionnant. Vous écoutez Radio BLV 93.6, c'est Jeunesse en mouvement, les 1001 manières de partir à l'étranger. Alors, vous pouvez poser vos questions en message privé. C'est vrai que je n'y ai pas pensé à vous le redire. Posez vos questions en message privé sur la page Facebook de Radio BLV, d'Europe Direct, de Romardèche, alors on a Pôle Emploi aussi, il y a plusieurs Pôle Emploi qui rediffusent, etc. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour vous répondre. Et puis merci à Karina qui suit les réseaux sociaux et à Jérémy qui assure la production vidéo. Voilà, c'était important de le dire. Je reviens au témoignage de Mounir. Yvan, toi tu es psychologue de l'éducation nationale et tu travailles pour le Centre Information International à Lyon et notamment dans le réseau Euroguidance. Avant de présenter le réseau Euroguidance, tout ce que vient de dire Mounir, et il y a une chose que je trouve très juste, c'est la culture, les différences de culture du quotidien. Quand il parlait de cet humour, un humour qui est pas toujours de très bon goût, on va dire, et qui n'était absolument pas compris et accepté en Australie et puis dans d'autres pays sans doute. Est-ce que ça fait partie des choses que vous dites aux jeunes qui viennent nous voir? Bien sûr, c'est assez fondamental. On voit souvent les lycéens ou les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger. Très souvent, leur premier objectif, c'est de partir et essayer de s'améliorer en langue. Et quand ils reviennent, parce que Mounir a aussi parlé du retour, ce qu'ils en retiennent, c'est un peu le côté linguistique, ça on peut pas le dénier, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment toute l'expérience culturelle, le gain en autonomie, en maturité, une ouverture sur le monde, penser, voir les choses un peu différemment. C'est vraiment ça qui fait l'essence même d'un séjour à l'étranger, qui soit sur une période, on va dire, de 3 à 6 mois, ou sur une période plus longue, avec vraiment une immersion très longue en études à l'étranger, par exemple. Ouais. Alors, le réseau Euroguidance, c'est quoi ? Alors, le réseau Euroguidance, c'est un réseau européen qui fait partie d'Erasmus+. Donc, c'est un réseau de conseillers pour l'orientation, pour promouvoir la mobilité européenne. Donc, on diffuse de l'information sur les études à l'étranger, sur les systèmes éducatifs. On fait également de la formation pour les professionnels, c'est-à-dire les conseillers d'orientation, les enseignants, toutes les personnes qui sont en contact avec des jeunes qui souhaitent partir à l'étranger. Et puis, du coup, on accompagne également directement des jeunes qui veulent partir. Et donc, la première chose que l'on fait, c'est vraiment d'analyser la demande. C'est-à-dire, quand on reçoit un lycéen en étudiant, on essaie de voir quels sont ses objectifs et quelle est sa situation, pour essayer de voir quelle est la meilleure mobilité possible au cas par cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas des cases qui sont déjà prédéfinies, mais on va dire c'est presque de la haute couture. On va vraiment faire du sur-mesure. Pour certains, il faudra mieux qu'ils passent par un IUT ou une université, avec un échange Erasmus par exemple, et puis d'autres qui ont vraiment la mobilité en eux depuis très longtemps, il faudra peut-être mieux qu'ils partent tout de suite après le bac pour faire vraiment une immersion et aller passer un diplôme complètement à l'étranger. Et ça dépend vraiment de chaque individu, en fait. Alors, tu parles de diplôme, passer un diplôme à l'étranger. Est-ce que tous les diplômes sont reconnus en France ? Il y a quand même encore... Alors, peut-être au niveau européen, tous les diplômes...
Alors, il y a effectivement des facilités au niveau européen. Donc là, tout à l'heure, Françoise en a parlé. Elle a parlé des crédits, les fameux ECTS, qui permettent quand même d'avoir une reconnaissance au niveau européen. Cette reconnaissance, elle marche bien quand on a fini un diplôme. C'est-à-dire que quand on a fini un diplôme à l'étranger, qu'on veut revenir en France, par exemple, si on fait un bachelor aux Pays-Bas par exemple, et qu'on veut revenir sur un master en France, là ça se passe assez bien. Par contre, quand on revient en cours d'études, c'est-à-dire qu'on arrête au bout de 2 ans, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, sur un programme qu'on a fait en Italie ou en Pologne ou en Bulgarie par exemple, et qu'on veut revenir intégrer une licence en France, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, il y a des commissions qui ont lieu, et les universités vont vraiment voir au cas par cas quels crédits ils vont attribuer, mais en général, ils ne réattribuent pas tous les crédits. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Ensuite, par rapport à la reconnaissance des diplômes, c'est vraiment une question à laquelle il faut faire attention. On peut penser aux professions réglementées. C'est-à-dire qu'il y a des professions pour lesquelles il faut obligatoirement avoir tel ou tel diplôme pour avoir l'autorisation d'exercer. On pense naturellement au médical, au paramédical, à certains métiers du droit, par exemple. Où là, au niveau européen, on va dire encore une fois, ça se fait assez bien. Il peut y avoir des procédures, mais comme il y a des procédures, c'est quelque chose qui peut être pris en compte. Et par contre, quand on va en dehors de l'Europe, États-Unis, Australie, par exemple, parce qu'on en parlait là, pour certaines professions, ça peut être compliqué de revenir faire reconnaître son diplôme en France. Donc, si on fait un petit point, c'est anticiper, je dirais que c'est un peu le maître mot quand même. Ah, tout à fait, bien sûr. C'est anticipé. Et Mounir l'a indiqué tout à l'heure dans son reportage, quand on part à l'étranger, on aborde, nous, tout de suite aussi les questions du retour. Et on essaye de voir différentes hypothèses, même si les jeunes ont des fois du mal à se projeter, et on le comprend bien, déjà sur leurs études et sur après leurs études. Est-ce qu'ils vont rester à l'étranger? Est-ce qu'ils vont revenir en France? Est-ce qu'ils vont encore partir dans un autre pays? Ça, c'est compliqué pour eux de s'en rendre compte, mais on essaye au moins d'aborder avec eux les différentes hypothèses et de sécuriser un petit peu les parcours pour pas qu'ils se retrouvent dans une impasse, par exemple, sans pouvoir exercer le métier pour lequel ils ont été formés à l'étranger. Oui, et puis j'imagine que vous les accompagnez, alors toi, avec ta spécificité en plus de psychologue, partir, c'est une aventure personnelle et qui généralement se passe bien, mais c'est bien d'y être un petit peu préparé aussi, parce que pour beaucoup de jeunes, c'est la première fois qu'ils partent de chez eux et que ça se fait pas si facilement que ça, finalement, si on n'y a pas pensé un petit peu en amont. Tout à fait, on essaie de voir un petit peu avec eux les phases d'adaptation psychologique qu'il y a quand on part à l'étranger. Pour faire rapide, très souvent, ça suit un peu les mêmes courbes. Quand on arrive sur place, il y a un peu une phase d'euphorie, tout est nouveau, tout est neuf, tout se passe bien, ce qu'on appelle le honeymoon, donc la lune de miel. Et puis après, on voit une participation un petit peu qui va augmenter, c'est-à-dire qu'on est face à plein de stimulus différents qui peuvent des fois amener à des situations un petit peu de mal à l'aise parce qu'on ne comprend pas bien la situation, soit par rapport à des questions en langue ou des questions de culture qui sont différentes, il peut y avoir des incompréhensions. Et à ce moment-là, on peut avoir des jeunes qui rentrent un peu dans une phase de crise qui est plus ou moins importante selon les individus. Et s'ils ne sont pas préparés, on va avoir du mal à retrouver la phase un peu d'adaptation et qui leur permet après de suivre leur séjour tout à fait normalement. Ouais. Donc ce sont des phases normales auxquelles il faut être un peu préparé. Ouais. Voilà, oui, c'est bien de dire que c'est normal et donc de s'y préparer effectivement pour pas se retrouver un petit peu en panique. Je vous propose maintenant de partir en Chine. Après l'Australie, on part en Chine. On parle beaucoup d'Europe, mais là voilà, ce sont des témoignages un petit peu plus loin. C'est Sephora qui est partie pendant une année scolaire et je lui ai demandé de nous présenter son expérience. En 2017-2018, après ma première, je suis partie donc en Chine. J'ai fait une seconde. Alors, il n'y a pas du tout d'équivalent de la première au terminal en Chine, on va dire. Donc, on nous a mis dans cette classe-là. C'était pas un choix personnel, c'est l'association qui a choisi de nous mettre dans ces classes-là. On a beaucoup de cours qui sont totalement différents de ceux de la France. Il y a des cours qui sont plus compliqués. Alors, il y a des cours en plus, des cours compliqués. Puis après, on a
des heures de cours qu'on n'a pas du tout en France. Quand on est au lycée en France, les mercredis après-midi, on n'a pas cours et les samedis, on ne passe pas notre journée à aller chez le professeur pour réviser les cours. Pour les étudiants chinois, les samedis, ils vont en cours chez leur professeur et les mercredis, on a cours vraiment toute la journée. C'est des cours particuliers. Et qui sont obligatoires ? Alors, c'est obligatoire si le parent de l'enfant dira que c'est obligatoire. Ce n'est pas l'enfant qui choisit si oui, il veut y aller ou non. C'est ses parents qui lui disent « tu iras à ce cours de maths, donc il ira ». Pourquoi la Chine ? D'autant plus que tu ne parlais pas du tout la langue. C'est tout à fait ça. Au départ, c'était un choix assez bizarre, on va dire. Puis au final, il s'est avéré que, puisque nous, en France, on pense que le chinois, c'est compliqué à apprendre, etc. La culture, ils mangent n'importe quoi. Donc j'ai voulu essayer de me dire, les Chinois, ils ont dit que c'était compliqué, pourquoi pas essayer, voir si c'est vrai ou non, faire ma propre idée de la langue et du pays. Mais c'était quand même une culture qui t'attirait ? Oui, c'était puisque je suis une personne qui aime beaucoup l'Asie, donc les cultures asiatiques m'intéressaient, donc au final, la culture chinoise, j'ai beaucoup apprécié. Tu es partie grâce à AFS ? Pour AFS, j'ai eu un camarade de classe justement qui lui partait avec l'association, donc il partait au Japon. Et j'ai beaucoup aimé le fait de permettre à des élèves, à des enfants entre guillemets, de pouvoir partir à l'étranger pendant 3 mois, 6 mois, voire 10 mois. Avant que tu en parles, c'était quelque chose qui te trottait dans la tête de partir à l'étranger comme ça ? Alors, pas du tout. Ça me trottait pas du tout dans la tête parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est au jour où j'ai eu une camarade de classe qui, elle, est revenue donc du Japon par le biais d'une autre association et que mon ami, lui, partait, que c'est venu d'un coup et que ça m'a beaucoup intéressée. Je suis partie en étant complètement ouverte, mais ça m'a apporté énormément de choses puisque maintenant, je parle le chinois pratiquement couramment. Je le parle tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que je pensais pas y arriver au départ. Puis au final, j'y suis arrivée. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ouais, c'est un grand défi sur toi-même ? C'est ça. C'est un des plus grands défis de ma vie, je vais dire. Et en même temps, tu as découvert une culture dans laquelle tu t'es coulé complètement, tu es rentré et qui te convient ? Ah, tout à fait, puisque la culture est totalement différente. On a des fêtes qui sont différentes. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An chinois. On enregistre, on est le 11 février. Tu étais où en Chine ? Alors, moi, en Chine, j'étais dans la province de Anhui, dans une petite ville qui se prénomme Wuhu. C'est environ 2 heures en train rapide de Shanghai. Donc, tu as vécu ces festivités, tu étais accueilli par une famille. Comment ça se passait à ce niveau-là ? J'ai eu 2 familles d'accueil. Pour le Nouvel An chinois, j'étais déjà dans ma 2e famille d'accueil. Donc c'est quelque chose qui est très grand, qui se prépare vraiment. Donc on va dire, nous les élèves, on a 1 mois de vacances complet, donc au mois de février. Donc pendant ces festivités-là, on va voir la famille, on va sur les tombes des grands-parents, etc. On fait brûler donc de l'argent, du faux argent bien sûr, pour leur permettre de pouvoir vivre à l'au-delà. Et le soir du Nouvel An, on mange tous ensemble en famille et on s'offre ce qu'on appelle donc en anglais les red packets. Ce sont des petites enveloppes rouges. Et dans lesquelles il y a quoi ? De l'argent. D'accord. Justement, il y a de l'argent. Aujourd'hui, toi, tu es revenu de cette année transformée véritablement ? Ah, tout à fait. Ça m'a fait grandir, prendre conscience de plein de choses et d'être surtout de pouvoir faire tout par moi-même. D'accord, d'être vraiment autonome. Voilà, d'être autonome. Et alors donc aujourd'hui, cette langue chinoise, elle t'a accompagnée et elle a orienté tes études finalement. C'est tout à fait ça. Elle a orienté. Donc je pratique le chinois tous les jours, que ce soit en cours ou au travail. Puis en 2e année d'LLCER chinois à Lyon 3. Et tu me disais que tu travaillais dans un restaurant chinois en parallèle. C'est ça. Restaurant typiquement chinois, traditionnellement chinois.
On est une des meilleures adresses de Lyon. Le restaurant se nomme Chez Song. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui se posent la question? Est-ce que tu leur conseillerais d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, autant que faire se peut? Alors, même si la crise ne nous arrange pas trop cette année, et peut-être encore l'année prochaine, j'espère que non. Ce que j'espère pour les étudiants, s'ils souhaitent partir à l'étranger ou avoir plus d'informations sur ça, de se renseigner. Et surtout, s'ils veulent partir, de partir, parce que ça ouvrira énormément de portes sur ce qu'ils voudront faire plus tard. D'être partie, moi, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire comme métier plus tard. Alors moi, je m'oriente sur le métier de traductrice. Bravo Séphora, merci infiniment de ce très très joli témoignage. Ça fait du bien d'entendre une jeune femme aussi déterminée et puis et à la fois qui a eu ce grand courage. Merci à vous aussi. Effectivement, un grand courage de Séphora, un chouette témoignage. Et puis, qui vous permet d'entendre aussi qu'on peut partir en tant qu'étudiant. On en a beaucoup parlé, mais on peut aussi partir en tant que lycéen ou lycéenne. Et là, je précise que Séphora était partie grâce à AFS, qu'on connaît bien dans Jeunesse en Mouvement, et qui est un des partenaires historiques de Jeunesse en Mouvement. Je vous propose de faire une petite respiration musicale avant de continuer à explorer les 1001 manières de partir étudier à l'étranger avec Jeunesse en Mouvement. Vous écoutez Radio BLV 93.6, c'est les 1001 manières de partir étudier à l'étranger, une production en partenariat proposée par Jeunesse en Mouvement. Et alors une petite info, enfin c'est pas une petite info d'ailleurs, c'est qu'au fur et à mesure que que nos invités s'expriment, vous retrouvez tous les liens vers toutes les plateformes nécessaires sur la page Facebook d'Europe Direct. Donc n'hésitez pas à y aller et puis à poser vos questions. Encore une fois, ça c'est vraiment on est là pour ça, même si c'est super dense et super court finalement 1 heure, mais il n'empêche que voilà, posez vos questions, on est là pour vous répondre. Alors Anna, justement, Europe Direct Drôme-Ardèche, Anna Guesquet qu'on connaît bien sur Radio BLV, on a parlé beaucoup d'Erasmus. Et avec toi, je voulais un petit peu creuser les financements publics, notamment Erasmus et puis la bourse Explora Région. Mais revenons à Erasmus, qui est vraiment un dispositif particulier. Et si tu peux nous redire un petit peu ce que c'est exactement. Erasmus Plus, alors maintenant c'est Erasmus Plus, voilà. Ça existe depuis, en effet c'est très connu, c'est un des programmes les plus connus, emblématiques de l'Union européenne et une grande réussite avec des millions, 10 millions, je crois que ça a été estimé de jeunes partis depuis à peu près 30 ans. Même si au début c'était en effet vraiment destiné à l'échange des étudiants, maintenant depuis de nombreuses années ça s'est complètement élargi à tous les niveaux en fait, je dirais de 7 à 77 ans, grosso modo, avec les échanges scolaires, les étudiants, les échanges, les expériences pour les apprentis, le volontariat, l'éducation tout au long de la vie, le personnel éducatif. D'accord, l'éducation tout au long de la vie. Tout au long de la vie, également, tout à fait. Et dans le cadre professionnel également. Donc c'est vrai que ça concerne un très grand nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se concentre sur cette question des études à l'étranger. C'est une grosse partie et c'est très important parce que justement, comme le disaient Yvan et Françoise tout à l'heure, ça permet aux étudiants de recevoir une bourse pour pouvoir couvrir au moins, en tout cas, une partie de leurs frais quand ils iront dans cet échange d'études ou de stages à l'étranger, en Europe. Donc du coup, ça c'est une possibilité qui est quand même qui soutient très fortement cette possibilité de mobilité, sans laquelle un certain nombre de personnes pourraient pas le faire. Alors, parce que qu'on soit d'accord, Erasmus+, c'est un dispositif qui est assez large, donc on vient de le voir, et c'est vraiment un dispositif de bourse, ou est-ce qu'il faut rentrer quand même dans un dispositif plus large, on va dire, qui est proposé par les lycées, par une structure? Alors oui, c'est vraiment l'établissement dans lequel le jeune est inscrit, que ce soit au lycée ou à la fac ou dans une école de commerce ou dans un IUT. C'est l'établissement qui va recevoir des bourses Erasmus+,
qui va après en recevoir un certain nombre. Il a fait la demande pour un certain nombre. Et après, il va les attribuer aux lycéens, aux étudiants, aux apprentis, selon les besoins. Et alors là, ce sera aussi selon, comme tu l'expliquais, François, tout à l'heure, la motivation, des fois les notes, des fois le niveau de langue. Et en fonction de ça, le jeune va pouvoir se voir attribuer une bourse pour pouvoir partir à l'étranger, faire un stage, faire 6 mois ou une année entière d'études. Donc, ce qu'on peut conseiller aux lycéens et lycéennes, notamment, c'est peut-être de faire remonter les infos à la direction en disant « Mais nous, on veut que vous rentriez dans le programme Erasmus+. » Tout à fait. C'est vrai que là, par rapport à Parcoursup, c'est une question aussi à évaluer, dans le sens où si on a envie, dans le courant de ses études, de partir à l'étranger, il faut, avant même de décider d'aller s'inscrire dans tel IUT, dans tel CFA, dans telle école, de se dire, est-ce qu'ils vont me permettre de le faire ? Oui. Est-ce qu'ils ont développé, comme tu disais Françoise, des accords avec d'autres écoles ? Est-ce qu'ils font habituellement ces demandes de bourse, alors Erasmus ou, on le verra aussi, régional ? Et du coup, c'est ça qui va me permettre, dans le cadre de mes études, de pouvoir partir. Si l'établissement, en l'occurrence, ne l'a pas fait, oui, pourquoi pas aller vers eux et faire remonter cette demande pour les motiver aussi à le faire, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas... Et qui traînent un peu la patte. Qui ne sont pas encore inscrits dans ce type de logique, de possibilité de faire une période à l'étranger dans le cadre de leur cursus. Alors, Erasmus+, c'est une chose, c'est au niveau européen. Explora Région, la bourse Explora Région, donc ça, c'est encore autre chose. Alors, c'est à peu près similaire, mais ça permet à des jeunes donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont inscrits dans un établissement donc, de la région de pouvoir bénéficier aussi, par le biais, comme pour Erasmus+, de leur établissement, d'une bourse pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Ou étudier ou faire un stage. Et là, par contre, il n'y a pas de limite géographique à l'Europe. Ça peut concerner tout le monde entier. Et c'est pour ça que les établissements, souvent, font les demandes et des bourses Erasmus+, et des bourses régionales, et après les attribuent à leurs étudiants ou de manière cumulée, ou l'une ou l'autre, selon ce qu'ils ont décidé. En fait, chaque établissement a sa politique de financement, de choisir comment ils attribuent les bourses, à combien de jeunes. Mais c'est important, parce que il faut se loger, il faut se nourrir, il faut vivre, voilà. Alors même si on a un petit job à côté, des fois c'est pas suffisant. Alors on a la chance d'avoir un jeune en studio, non pas que vous soyez vieux et vieille, hein, mais voilà. En tous les cas, on a Vincent qui est avec nous. Et Vincent, toi tu es parti notamment en Bulgarie, oui, c'est justement ça. Dans un cadre Erasmus+. Exactement. Donc c'était de septembre 2019 à mai 2020. Donc une partie durant la crise sanitaire également. Et voilà, donc je suis parti à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Dans le cadre sur la préparation d'un DUETI, donc un diplôme universitaire de technologie internationale. D'accord. Si ma mémoire est bonne. Voilà, donc pareil, c'était un peu particulier l'arrivée, parce que c'est pas le premier voyage que j'ai fait à l'étranger, mais c'est la première fois que je partais pour une si longue durée, et dans l'Europe aussi. Donc quand je suis arrivé parce que je suis parti, j'avais décidé de faire une colocation avec quelqu'un que je connaissais déjà, qui partait faire les mêmes études que moi. D'accord, donc vous avez prévu en amont. Voilà, c'est ça. Et quand on est arrivé là-bas, on s'est posé dans un parc et on s'est regardé et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là en fait. Et c'était particulier parce que on venait d'arriver et on savait pas trop où on allait en quelque sorte, même si on savait qu'on allait faire des études là-bas. On commençait une aventure en fait. Et c'est pareil pour la fin. Quand on est revenu justement. Et on est parti ensemble, on est revenu ensemble, donc c'était très dur en fait au retour, parce que on s'est pris dans les bras et on a tous les deux pleuré, hein. C'était pas évident, mais voilà. Ouais, d'autant que vous avez vécu une expérience très particulière, parce que vous étiez à Sofia.
donc dans le cadre d'études, mais en plus avec cette période de pandémie qui a quand même été une expérience exceptionnelle dans le sens premier du terme. Et comment vous l'avez vécu d'ailleurs, vous deux, et par rapport à l'université, comment ça se passait? Il y a les cours ont continué en ligne? Les cours ils ont été effectivement continués en visioconférence. Après, là où on a eu de la chance, c'est que la situation n'était pas aussi grave qu'en France durant cette période. Ce qui fait que même si les universités étaient fermées, on avait quand même la possibilité, d'aller se balader dans des parcs sans craindre. Il n'y a pas eu de confinement majeur. Il n'y a pas eu de confinement majeur, mis à part que les frontières étaient fermées. Et du coup, on pouvait pas forcément voyager. On pouvait pas. Pareil, les activités étaient quand même assez restreintes. Mais on n'a pas vécu la même vague qui a été vécue en France durant cette période. Donc ça c'est vraiment cool par contre. Et est-ce que vous aviez eu le temps quand même de vous faire des amis, au moins des connaissances à l'université? Alors oui, justement, ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui vient d'être dit, quand on part à l'étranger, je pense qu'il faut essayer aussi de sortir du cadre de l'université et de faire des activités extrascolaires, que ça soit aller à des événements organisés par des associations, par la ville, aller visiter des musées, aller au cinéma, apprendre peut-être aussi la langue du pays. J'ai eu l'opportunité effectivement de prendre des cours de bulgare, ce qui m'a permis de découvrir l'alphabet cyrillique et une nouvelle langue, et aussi de me faire énormément d'amis, que ce soit... parce que donc je suis parti dans le cadre d'Erasmus et il y en avait beaucoup qui partaient aussi dans ce cadre-là, mais il y avait aussi des personnes qui venaient d'autres pays hors Europe. Donc j'avais des personnes qui venaient de Chine, des personnes qui venaient du Kazakhstan, enfin il y avait plein d'endroits différents, et c'est pour ça on rencontre que ce soit allemand, que ce soit italien, que ce soit français, que ce soit espagnol, on rencontre beaucoup de monde. Donc et c'est comme ça aussi qu'on pratique plus la langue anglaise que française, et c'est là où on va progresser, je pense, en anglais, plus qu'en suivant les cours. Qui était en anglais aussi. Qui était en anglais aussi, oui. D'accord. Alors tu es parti toi donc dans le cadre d'Erasmus+, et tu voulais nous parler d'autres possibilités. Et effectivement, donc on a beaucoup d'opportunités, et c'est pour ça que je voulais encore en rajouter une qui propose. Donc c'est une école privée qui dépend du Collège de Paris. Donc pas très représentée encore pour le moment parce que la création date d'il y a peu. Et donc ils proposent des destinations qui sont pour la plupart hors Europe. On a plus de 16 destinations, et c'est pour ça je pense qu'il faut quand même savoir que en fonction de ce qu'on veut, si on a une destination en particulier, il faut essayer de se renseigner sur tout ce qui est possible de faire. Il n'y a pas de meilleure façon de trouver une destination, il n'y a pas de mauvaise façon de trouver une destination, il faut faire en fonction de ses besoins. On a par exemple la possibilité de partir à Washington, à Dubaï, en Inde, voilà, donc tout est possible, il faut élargir ses recherches, je pense. Et toi, est-ce que ça t'a donné envie de repartir, que ce soit pour continuer tes études ou dans un autre cadre? Je dirais oui c'est un grand oui en fait. C'est comme une maladie. Une fois qu'on part, on est obligé de repartir. C'est une bonne maladie. Ouais, c'est ça. Et là, tu aurais envie de partir où? J'aimerais bien partir en Amérique du Sud. D'accord. Et pourquoi l'Amérique du Sud? L'Amérique du Sud parce que je trouve que c'est très dépaysant, on apprend beaucoup peut-être sur soi, j'imagine, parce que j'y suis jamais allé, donc je peux pas savoir, mais en tout cas il y a des paysages magnifiques à voir. Je dis pas qu'en France on n'a pas de magnifiques paysages à voir, non, mais de partout dans le monde il y a des paysages magnifiques. Donc mais oui, l'Amérique latine, la culture aussi qui est là-bas m'intéresse, j'ai envie de la découvrir. Voilà. Et dans un cadre professionnel plutôt ou d'expérience J'avoue ne pas y avoir encore réfléchi entièrement, mais j'aimerais bien partir par moi-même tout seul. Après, en fonction du budget, parce qu'il faut savoir que quand même partir à l'étranger, ça s'anticipe. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sur un coup de tête.
Oui, il faut le prévoir aussi sur le plan financier. Juste, alors on est un peu pressé par le temps, c'est dommage, mais toi, qu'est-ce que par rapport à tes études, à proprement parler, est-ce que tu as eu l'impression que le fait d'étudier comme ça, d'avoir une partie du cursus fait dans un autre pays, ça a été bénéfique pour toi? Et est-ce qu'il y avait des grandes différences entre l'enseignement en Bulgarie et l'enseignement en France? Ça a été bénéfique dans le sens où on peut voir une autre manière de faire, parce que en Bulgarie, ça a été complètement différent de ce que j'ai pu vivre en France. Et puis même le niveau n'est pas le même, la notation n'est pas le même. Par exemple, là où en France, on est souvent noté sur 20 ou sur 10, en Bulgarie, ils notent tous sur 6. Et la note minimale, c'est 2. Alors qu'en France, la note minimale, c'est 0. Ouais. Voilà, donc ça, c'était déjà une grosse différence qui m'a étonnamment surpris, parce que je le savais pas, tout simplement. Et que tu as trouvé plus confortable? Oui, plus ou moins. Ça dépend. On va dire que ça va dépendre des matières, ça va dépendre des professeurs, et voilà. Ok, merci beaucoup Vincent de ce témoignage passionnant. On resterait des heures, c'est ça le problème. Ouais. On manque toujours de temps. On va rester dans le financement avec Jean-Pierre Ferry de la Fondation Charles Darnaud. La Fondation Charles Darnaud qui propose des prêts étudiants au Drôme ardéchois, mais des prêts étudiants particuliers puisqu'ils sont sans intérêt. Oui, tout à fait. La fondation a été fondée en 1973. Elle a été reconnue d'intérêt public par M. Charles Darnaud, qui a laissé une partie de sa fortune pour que les jeunes Drôme ardéchois puissent poursuivre des études. Pas obligatoirement à l'étranger, même si on privilégie des prêts à des jeunes qui ont envie de partir à l'étranger. Mais il faut avouer que la plupart des prêts de la Fondation sont destinés à des étudiants qui font leurs études en France. Alors avoir des attaches en Drôme-Ardèche pour nous, c'est-à-dire y être né, y faire ses études, soit l'un, soit l'autre, bien sûr, ou avoir des parents qui ont leur résidence principale en Drôme-Ardèche. Voilà. D'accord. C'est la base de la Fondation, c'est dans nos statuts. Sinon, pour le reste, c'est vrai qu'on privilégie les fins d'études, les voyages à l'étranger. Et sinon, en restriction, on est pas d'école, pas d'établissement confessionnel, pas d'établissement à but lucratif. D'accord. Et pas des établissements hors contrat. Voilà. Le reste, on est totalement indépendant. On obéit à nos statuts. Il y a 6 administrateurs. Et on reçoit les dossiers, on les étudie, et puis on dit oui ou non. On peut prêter jusqu'à 4 000 euros en une fois, et pas plus de 6 000, parce que sinon après, le problème, c'est qu'un prêt, ça se rembourse. Bien sûr. Et du coup, il faut quand même considérer que lorsqu'on finit ses études, on ne trouve pas obligatoirement de travail, on finit pas obligatoirement ses études. Nous savons tous que la vie est très compliquée. Oui, démarrer avec une dette, c'est pas voilà, toujours, exactement. Vous partez à moins 4 000 ou à moins 6 000, c'est jamais très drôle. Mais en même temps, voilà, on n'est pas un établissement financier. On vit, on est entre nous, et si quelqu'un, tout ce qu'on demande, c'est une communication. Que les gens nous communiquent en disant, j'ai tel problème, j'ai ceci. Oui. Voilà. Mais un prêt doit être remboursé pour la simple raison que quand vous remboursez, on peut reprêter. Oui. Si personne ne rembourse, la Fondation va se retrouver à court et ne pourra pas prêter. Donc il faut que, à chaque fois que la machine soit relancée, tout simplement par le remboursement des prêts. Ce qui est fait dans la plupart des cas. Même si de temps en temps, il y a des petits problèmes. Voilà. Donc sinon, nous contacter, et puis on envoie un dossier, on fait tout par mail, c'est plus facile. Je vous dis, après nous, maintenant, avec la Covid, on se rencontre plus beaucoup, les administrateurs, mais on communique aussi, on envoie les dossiers, et puis on les étudie, et en 24 heures, 48 heures, on donne le résultat. Oui, c'est très rapide. En 3 jours, le chèque est dans la poche du jeune, ouais, tout à fait, ouais. Oui, donc c'est quand même vraiment très, très... mais c'est encore une fois, c'est un prêt.
Je voulais juste finir en disant que les 6 administrateurs de la fondation, M. Charles Darnaud avait décidé qu'ils seraient issus du diaconat protestant, de la FOL 26, Fédération des œuvres laïques de la Drôme, et de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Voilà, donc il y a 2 et 2, et puis... Voilà. Ce qui cadre les choses aussi, bien entendu. On peut vous retrouver où? Parce que je suis un jeune, j'écoute, je dis donc Anna vient de poster sur le Facebook le lien vers la Fondation Darnaud, et sinon on tape Fondation Darnaud on n'est pas très moderne, alors du coup on n'a pas encore relancé dans les réseaux que se servent les jeunes, donc on est encore un peu par le Crous, la Duda, des choses comme ça. D'accord. Mais donc voilà, on peut vous trouver effectivement par ces différents réseaux. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été là, puis bravo de ce travail, bravo à Monsieur Darnaud d'avoir fait mis cette fondation en place. Moi je vous propose d'écouter Mathias maintenant. Mathias qui est parti en Erasmus à Manchester. Bonjour Mathis. Bonjour. Donc dans quel cadre tu es parti? Avec Erasmus, donc en 3e année de licence langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Il y avait quand même pas mal de choix, mais je voulais aller à Liverpool et j'ai pris la ville la plus proche parce que c'est à une demi-heure de train de Liverpool-Manchester. Pourquoi tu tenais à aller à Liverpool? C'est tout bête, mais je suis un grand fan de foot et de Liverpool depuis que je suis petit. Du coup, c'était parfait. Alors, je suis arrivé début septembre et je suis parti en mars, juste avant le premier confinement en France. Est-ce que les cours se déroulent exactement de la même manière qu'en France? Il n'y a pas vraiment de grandes différences, mais je dirais que la plus grande, c'est que chaque cours, c'est composé d'un cours magistral et d'un TD. Donc en France, ça peut être similaire, mais par contre, en Angleterre, en tout cas à Manchester, tu auras un prof différent dans ton cours magistral que dans le TD. Il y a une plus grande proximité entre l'élève et le professeur, il faut l'appeler par son prénom, c'est quand même vachement différent. Une plus grande proximité, c'est super, ça change la vie. Ils ont des heures consacrées aux étudiants pour qu'on puisse leur poser des questions, tout ça. Du coup, tu as eu l'impression d'avoir un rapport véritablement différent? Ouais, je l'ai senti, mais j'ai pas trop osé, honnêtement, parce que j'étais habitué au système français et un peu être dans mon coin, et j'ai pas osé, à part pour une seule matière en politique, j'ai pas trop osé aller voir un professeur en dehors des heures. Le fait que tu sois parti comme ça via Erasmus, est-ce que c'était quelque chose dont tu avais envie bien avant de rentrer à la fac? J'avais pensé, quand j'avais postulé pour licence LEA, on m'avait beaucoup parlé de projets d'Erasmus en 3e année, et c'était un des trucs qui m'avait décidé à rentrer en LEA. Et tu étais parti auparavant à l'étranger, j'imagine? Oui, avec le collège ou le lycée, plus qu'avec mes parents. D'accord. Et seul, tu n'étais jamais parti à l'étranger? Seul, non, jamais. C'était une toute première. Quels ont été les temps forts de cette année en Erasmus à Manchester? Il y en a eu pas mal, mais je pense que le premier, c'est l'arrivée, surtout le jour d'après. J'en ai pas mal discuté avec des amis qui ont fait pareil que moi, et quand tu te réveilles le lendemain, c'est une sensation hyper bizarre de se lever dans un tout nouveau pays, un nouvel appartement ou une petite chambre universitaire. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a eu les compétitions de foot, parce que je me suis inscrit dans une ligue de foot 5 contre 5 à Manchester avec mes colocs qui étaient britanniques. Ça, c'était incroyable. Et après, il y a eu aussi, quand j'ai eu mes résultats, parce que c'était hyper dur par rapport à Valence, l'université de Manchester. Du coup, quand j'ai su que j'avais eu mon année, c'était une super sensation aussi. C'était beaucoup plus difficile? Ouais, vraiment. Déjà, il y avait une exigence différente, et en plus, il n'y avait pas vraiment d'équivalent en termes de cours à ce que je faisais en France. Du coup, j'ai un peu dû prendre des nouveaux sujets, comme la politique ou la linguistique, que je faisais pas trop en LEA. Ouais, c'était vraiment compliqué. Je pense que j'ai autant bûché à Manchester que pendant toute ma scolarité en France. Il y avait un sacré rythme. Le fait donc des échanges, alors autour du foot, puisque toi c'est ce qui t'a permis aussi de rencontrer des amis, j'imagine. Ouais, c'est ça, via mes colocataires qui étaient pour la plupart britanniques, qui m'ont fait rencontrer des gens, que ce soit quand on allait jouer ou alors quand on allait voir les matchs dans les bars le soir. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, plus que via la fac directement, parce que j'avais des cours avec des personnes différentes à chaque fois. Du coup, c'était compliqué de nouer des liens pendant les cours.
Parce que, en gros, j'étais dans plusieurs, ce qu'ils appellent écoles à la fois. Par exemple, l'école de politique et celle de langue, elle est différente. Du coup, j'avais jamais cours avec la même personne. J'étais tout le temps dans des nouveaux groupes, en gros. J'étais pas vraiment dans une filière prédéfinie. J'avais un peu un programme avec des cours de plusieurs thèmes différents. Du coup, ouais. Espèce de programme à la carte. Ouais, c'est ça, exactement. L'hébergement, tu disais donc tu étais en colocation. C'est toi qui t'es débrouillé tout seul pour le trouver ? Ouais, j'ai trouvé un peu par chance un groupe Facebook des étudiants de Manchester. Et là, il y avait énormément d'annonces pour des colocations. Du coup, j'ai contacté plusieurs personnes. Au bout d'un moment, j'ai fini par trouver. Et finalement, ça a été assez facile, plus que ce que je pensais. C'était plutôt à ce que je m'attendais. Donc, les gens vraiment souvent de très bonne humeur, les commerçants hyper chaleureux et gentils, et puis une grosse passion autour du foot. Moi, on m'avait dit que les Anglais, ils pouvaient être un peu... Ah, j'ai perdu le mot. Qu'ils étaient gentils devant toi, mais qui parlaient un peu dans ton dos. Mais moi, j'ai pas eu du tout. Un peu hypocrite. C'est ça, exactement, un peu hypocrite. Moi, j'ai pas du tout eu cette sensation et je me suis vraiment plu. Vraiment une ambiance chaleureuse, plus que le climat, quoi. Ok. Ça compense le climat, justement. Ouais, c'est ça. Cette année aura été vraiment importante, t'aura vraiment apporté un plus. Ouais, clairement. Je pense que c'est quasiment essentiel, surtout quand t'es en licence de langue, de faire ça. Ça me fait poser plein de questions sur ce que j'avais fait et pas fait plutôt dans ma licence. Et ça, je pense que ça m'a un peu ouvert l'esprit, quoi. Alors, merci à Mathis et non pas Mathias, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Mathis, il disait un peu la même chose que toi, Vincent, notamment sur le fait de s'impliquer dans des activités locales. Et que c'est vraiment la seule, mais Mounir en a parlé aussi, c'est vraiment la porte d'entrée si on veut à la fois comprendre le pays aussi, parce qu'on comprend un pays par ses habitants et ses habitantes, et puis si on veut se tisser des amitiés fortes. C'est exactement ça, je pense que c'est le plus important quand on va à l'étranger, c'est de s'ouvrir. Et puis faire tomber tous les clichés qu'on peut avoir au préalable. Ça c'est important aussi. C'est ça. Eh ben on arrive au terme de cette émission. C'est dommage parce on pourrait presque faire une deuxième heure sur le sujet. Tant les invités aussi sont intéressants et ont des choses à dire. Un petit coucou à Roselyne Batteux qui vient de nous faire un petit message par Facebook, qui s'occupe de l'association AFS sur le territoire et qui ne pouvait pas être avec nous. Merci Roselyne de nous écouter. Vous retrouvez l'ensemble de nos échanges sur les Facebook encore pendant un temps. Ensuite, vous retrouverez sur le YouTube, sur la chaîne YouTube de Radio BLV et d'Europe Direct. Vous pourrez réécouter sur le www.radioblv.com. Enfin, on va vous mettre tout ça à disposition. Vous pourrez réécouter cette émission et surtout la partager. N'hésitez pas, si vous avez des jeunes autour de vous, à la partager. Des jeunes et des moins jeunes, parce que c'est bien aussi d'ouvrir... parfois les parents aussi ont besoin d'entendre certaines choses qui les rassurent et qui permettent à leurs enfants de partir. Merci à vous toutes et tous de vos témoignages, d'avoir été ici sur le plateau. On se retrouve ce soir, c'est toujours Jeunesse en Mouvement. On se retrouve à 18h pour parler plus particulièrement là du service civique et du corps européen de solidarité. Et vous nous retrouvez bien sur les pages Facebook, pareil, sur le 93.6, sur radioblv.com, en audio, etc., etc. Merci de nous avoir écoutés et puis à très très bientôt. Merci. 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 Au revoir.